Des cybercriminels installés en Côte d'Ivoire ciblent de plus en plus des Canadiens à travers l'arnaque amoureuse en ligne. Ils se font appeler des brouteurs. D'autres précisions avec Romain Chué. Je m'appelle Alvin, j'ai 36 ans, je suis un ex-brouteur. J'ai arnaqué des victimes un peu partout, notamment au Canada. Alvin est un spécialiste de l'arnaque amoureuse, un brouteur comme on les appelle ici en Côte d'Ivoire. Le broutage, c'est gagner la confiance, gagner l'amour et soutirer de l'argent. Moi, j'appelle ça la clé, le triangle de la clé du broutage. Gagner la confiance, gagner l'amour et soutirer de l'argent. Alvin nous a demandé de ne pas montrer son visage, car il a été un membre important d'un réseau criminel qui cible particulièrement les Québécois. Les clients canadiens, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais j'ai comme l'impression que ce sont eux qui sont les plus faciles. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bon, je vais vous envoyer là où, dans le cybercafé où j'ai commencé le broutage. Salut mon gars. Pour appâter leurs victimes, souvent seules et vulnérables, les brouteurs créent de faux profils sur les réseaux sociaux. Ils peuvent ensuite discuter avec elles durant des semaines, avant de leur demander de l'argent. Quand on venait dans les cybercafés, vers 1h, 3h du matin, on s'enfermait dans les cybercafés. Derrière ces écrans, de jeunes Ivoiriens tentent d'arnaquer ceux qu'ils appellent leurs clients. Maintenant, c'est, disons que les brouteurs qui prennent beaucoup les choses au sérieux préfèrent faire des broutages chez eux à la maison, avec un ordinateur, avec sa connexion Internet à la maison. Comme ça, c'est moins de risque. Je ne suis pas surpris de ces aspects novateurs de la délinquance. Ce criminologue étudie l'évolution de ces réseaux criminels qui ont pris une grande ampleur dans son pays. Je fais l'historique même de la cybercriminalité. La Côte d'Ivoire était loin derrière le Nigeria. En Afrique de l'Ouest, le pays où il y avait plus de cybercriminalité, c'était les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana. Mais aujourd'hui, en tant que pays francophone, la Côte d'Ivoire bat tout cela en matière d'arnaque sur le net. C'est démentiel. C'est démentiel. En Côte d'Ivoire, le broutage est devenu une véritable activité professionnelle. On est même tombé sur cette école avec un drapeau canadien devant l'entrée qui se vante de former des hackers professionnels. Donc aujourd'hui, ce sur quoi on veut travailler, c'est parler de, on a dit quoi, comment gagner de l'argent légalement. Ceux qui disent c'est une école de brouteurs, vous répondez quoi? On dit non, c'est une école de cybersécurité. C'est tout. Ce que nous on veut, c'est qu'aujourd'hui, ces gens qui apprennent ne tombent pas dans des réseaux cybercriminels. Mais le directeur de cette école n'est pas dupe. Certains de ses élèves seraient eux-mêmes des brouteurs. Parce que quand tu prends du broutage, c'est... Beaucoup de jeunes n'ont pas honte de dire qu'ils sont brouteurs. On veut qu'ils sortent de ces réseaux parce qu'ils verront d'autres opportunités et ils comprendront que le broutage aujourd'hui, c'est la prison. Mais l'arnaque amoureuse ne serait pas qu'une question d'argent ici en Afrique. Ce qui donne en force aux brouteurs, la majorité des brouteurs, pas de la dette coloniale. Ça veut dire quoi? La dette coloniale, c'est du fait qu'il y avait des Blancs qui étaient ici en Côte d'Ivoire, qui ont profité des richesses ivoiriennes, de la terre, de l'or et tout. Voilà. Donc il mérite de payer maintenant? Oui, il mérite de payer maintenant. Même s'il a gagné des dizaines de milliers de dollars, Alvin a finalement décidé de quitter ce milieu, rongé, nous dit-il, par les remords. Je me rappelle des crimes que moi aussi j'ai commis. Ça me fait vraiment mal. J'ai encore plus de peine parce que je sais que c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir s'arrêter si facilement. Car d'autres brouteurs ont pris le relais et le Canada continue d'être l'une de leurs cibles principales. Ici Romain Chué, Radio-Canada, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tu penses quoi du monde qui font des fraudes amoureuses? Forcément que c'est pas bien. Je dois me prononcer dessus. Ce jeune homme en blanc, c'est Mamadou Berthe, un Ivoirien installé à Montréal. Il est suspecté d'être au cœur d'un réseau d'arnaques amoureuses. Tu t'habilles pas à l'aubainerie, tu t'habilles pas dans des magasins cheap. Tu as des beaux vêtements, Louis Vuitton, Dior, c'est vraiment luxueux. Là. On le voit ici au volant d'une BMW, on le voit en voyage, oui, dans une piscine. Donc c'est quelqu'un qui avait une belle vie, oui, qui affichait son train de vie.
Mais qui officiellement n'avait aucun travail. Exactement. Donc d'où venait cet argent-là? Il n'était pas en mesure de me le dire. Donc, ce que j'ai vu dans ses comptes, ça venait clairement de la fraude, des différents types de fraude qu'il faisait. C'est plate, Mamadou, tu sais, que tu me dises, regarde, moi, je sais pas trop, là, l'argent, c'est que moi, je les rencontre, ces madames-là, puis ils sont détruites. Fait que c'était important aussi pour moi de te rencontrer aujourd'hui pour te dire ça, pour... tu sais, tu joues avec la vie des gens, finalement. Est-ce que vous avez une idée du montant total d'argent qu'il aurait pu frauder ou récupérer auprès de victimes au Québec? C'est dur de quantifier parce que juste dans un compte, j'avais 20 victimes, dont mes 2 principales victimes. Mais les 18 autres, je ne sais pas combien ils ont perdu là-dedans. Là. C'est On peut imaginer que c'est des millions et des millions de dollars. Oui, on parle de millions, certains. Juste avec un individu et son réseau. Oui. En réalité, comme son compatriote Aboubacar Diallo à Trois-Rivières, Mamadou Berthe est bien plus qu'un simple brouteur. Lorsqu'on a perquisitionné le logement de M. Mamadou Berthe, on a trouvé différents documents avec des identités différentes, mais avec la photo de M. Berthe dessus. Chacune des identités ouvrait des comptes dans différentes institutions. Puis ensuite, l'argent se promenait dans des comptes. Fait que c'est comme une immense toile d'araignée. Puis j'ai découvert quelque chose de particulier, c'est qu'il était même dans l'exportation de véhicules volés. Monsieur Berthe était l'expéditeur d'un container où est-ce qu'il y avait 2 véhicules volés au nom d'une compagnie qui appartient à un membre du crime organisé africain. Pourquoi qu'on est au port? En fait, c'est parce que ça représente un peu la diversité des fraudes qui sont opérées par le réseau de fraudeurs africains, dont les véhicules volés. Puis ça, je l'ai su parce que j'ai fait appel au service frontalier via Karine Caron, qui est ici avec moi. En même temps qu'on a vu une hausse des fraudes par hameçonnage, on a vu aussi un gros boom de vol de véhicules. Il y a des complices, donc des entreprises d'exportation de véhicules qui sont utilisées par les membres du crime organisé africain pour exporter les véhicules volés en Afrique. Dans certains dossiers, on voit qu'ils sont mis dans des entrepôts pour les mettre dans des conteneurs. Et rapidement, les conteneurs sont exportés en Afrique. On a des exportations notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria. Cet analyste des services frontaliers a découvert que derrière ces dossiers d'arnaque amoureuse se cache en réalité un réseau aux activités beaucoup plus variées. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que tous les dossiers étaient interreliés et qu'on était en présence d'une énorme organisation criminelle. C'est pas juste la fraude amoureuse, c'est pas juste la cybercriminalité. Il y a vraiment un gros volet de blanchiment d'argent, de vol de véhicules, de fraude d'identité. On voit aussi du trafic de stupéfiants. C'est pour ça aussi que nos homologues européens appellent cette organisation-là la mafia africaine. Et dans cette mafia, chacun a un rôle. Il y a les arnaqueurs de l'amour, comme Aboubacar Diallo et Mamadou Berthe. C'est eux qui vont créer de faux profils sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont fabriquer de faux documents et ouvrir des comptes bancaires. Et encore d'autres qui sont chargés de blanchir, de transférer une partie de leur argent et d'exporter des véhicules volés vers l'Afrique. L'un d'entre eux serait Guy Kwadjo Kwasi. Selon les services frontaliers, il est l'un des principaux relayeurs d'argent du crime organisé africain. On y va ? On est donc allé voir M. Kwasi chez lui, dans la banlieue nord de Montréal. Monsieur Kwasi ? Oui, bonjour. On travaille à Radio-Canada, on est journaliste. On a dit que vous étiez l'un des complices de Mamadou Berthe. Je pas grand-chose à dire. Et vous, faites quoi comme travail ? Moi, je suis un distributeur, je fais la distribution alimentaire. Alimentaire ? Yeah. Parce que c'est indiqué dans les documents qu'on a que vous avez aidé Mamadou Berthe pour blanchir de l'argent. L'affaire en cours, je peux pas dire grand-chose dessus. D'accord. L'affaire est en cours ? Ouais. Et vous n'avez pas été impliqué dans des vols de voitures ? Non. Non ? Ni dans le blanchiment d'argent ? Nous nous sommes rendus à l'adresse du commerce dirigé par M. Kwasi. Mais devant ce hangar, des grilles fermées
des fenêtres obstruées et des voitures abandonnées. On a finalement découvert que c'est à l'intérieur de ce même bâtiment que des policiers ont déjà trouvé plusieurs véhicules volés qui s'apprêtaient à être expédiés. À quoi sert l'argent quand il est transféré ensuite en Afrique? De ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est vraiment injecté à l'organisation criminelle en Afrique, qui aurait possiblement des liens avec le Hezbollah. Donc ça pourrait possiblement financer des activités terroristes également. C'est en Côte d'Ivoire qu'on retrouve le berceau de cette branche du crime organisé africain qui sévit au Québec. C'est aussi ici, dans le port d'Abidjan, qu'arrivent régulièrement des conteneurs remplis de véhicules volés. On a demandé de l'aide à un journaliste local pour nous guider dans les coulisses de ce réseau criminel. Là, on est à Abidjan Sud, là où on trouve beaucoup de parcs auto. Et comme vous voyez là, les parcs auto où il n'y a pas trop de voitures neuves, etc., c'est là qu'on trouve vraiment des voitures suspectes, des voitures qui peuvent être des voitures volées qui viennent de pays, ça peut être le Canada, l'Europe ou ailleurs, et qui se retrouvent souvent dans ces parcs-là pour être vendues, quoi. On peut continuer sur l'autre boulevard là. Avec une caméra cachée, on a donc décidé de se faire passer pour de futurs acheteurs. On regarde. Ouais, d'accord. Et je demandais un peu. Elle vient d'où? Canada, États-Unis, les deux côtés, on fait les deux côtés. Ah. Elles sont apportées au port ici? Elles arrivent par bateau? Oui, elles arrivent par bateau, dans le conteneur, et puis on enlève tout. Cet homme nous confirme que ces voitures viennent du Canada, mais il est incapable de nous garantir qu'elles sont arrivées légalement en Côte d'Ivoire. Et qui vous les envoie? Bon, mon patron, il ne sait pas, son fournisseur, mais là, il ne sait pas. Il ne sait pas qui les envoie? Non, là, il ne sait pas. Ok. Mais on sent que nos questions dérangent, et le patron demande à son employé d'arrêter de nous parler. Elles sont jolies. On a donc poursuivi notre magasinage un peu plus loin. Bonjour. Bonjour. Il y a des voitures qui viennent du Canada? Oui. Mais on a souvent les Nixon et autres là, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de voitures volées, non? Qui viennent... Oui, et les jeunes disaient ça. Les gens, surtout les gros cylindrés. Selon nos informations, c'est ici que des centaines de voitures volées au Canada ont déjà été expédiées. Comment ça passe et puis ça roule en ville alors que la... Non, mais il y a des autorités, non? D'autres sont dedans aussi. Et la douane laisse passer? Ah, ben laisse passer là, on ne peut pas savoir, parce que là, c'est plus fort que moi. Et laisse passer pourquoi? Avec un peu d'argent? Bon, par exemple, je suis un colonel de la douane. Ouais. Moi, je peux faire partie ce que je veux. On a donc voulu comprendre comment autant de véhicules canadiens et comment l'argent volé aux victimes québécoises arrive si facilement ici en Côte d'Ivoire. Dans les meilleurs délais, je vous fais un retour. Mais malgré plusieurs rencontres avec des dirigeants ivoiriens, toutes nos demandes d'entrevue sont restées sans réponse. Bonne journée, au revoir. Merci. Une représentante du gouvernement nous a finalement avoué que c'est notre enquête qui dérange l'état-major ivoirien. Je suis à Radio-Canada. Aborder la problématique spécifique du vol de voiture, c'est compliqué. Voilà. Parce que le sujet est un peu difficile en fait. Mais pourquoi le sujet est difficile? Vous arrivez dans un pays en disant que c'est un pays qui est impliqué dans un processus de vol de voiture. Déjà sur le postulat, vous voyez qu'on n'est pas forcément à l'aise. Mais on ne dit pas que le pays est impliqué. Des procédures en place pour atténuer le phénomène. Mais vous venez déjà pour enquêter ici sur cette question. Ça veut dire que d'une part ou d'une autre, la Côte d'Ivoire est au cœur ou est impliquée dans cette affaire en fait. Mais donc ça signifie que, quoi qu'il arrive, les autorités ivoiriennes refusent de commenter donc ce sujet-là, parce qu'il est sensible. Je pense qu'on peut terminer sur cette conclusion-là. Salut. Là-bas. Ah, regarde. Ouais, je le vois. Ah oui, salut. Ok. Tu peux t'arrêter ici? Reste là. Moi j'y vais avec Bakary. Ouais. Salut Alvin. Ouais, enchanté. Enchanté. Cet homme bien habillé est un spécialiste de l'arnaque amoureuse. Un brouteur, comme on les appelle en Côte d'Ivoire.
Il se fait appeler Alvin et il nous a demandé de ne pas montrer son visage car ce qu'il veut nous raconter pourrait le faire arrêter. Je vais vous envoyer là où, dans le cybercafé où j'ai commencé le broutage. Quand on venait dans les cybercafés, vers 1h, 3h du matin, on s'enfermait dans les cybercafés, c'est-à-dire le gérant, il ferme le cybercafé et on est tous dedans. Et vous êtes combien? Plusieurs. Et ici, c'est là que j'ai commencé. Ah, ça va bien. Ah ouais. Salut mon gars. C'est en partie à partir de ce cybercafé que des Canadiens ont commencé tous les jours à se faire arnaquer par de faux profils sur les réseaux sociaux. Mais notre présence ne plaît pas aux gérants. Et je voulais juste te montrer où j'ai commencé à travailler. Si c'est possible. Ok. Et il y en a encore des petits brouteurs, des avortons de brouteurs qui sont dedans en train de s'amuser. Ils font quoi, tu penses, à l'intérieur? Ils essaient de se choper des clients. Maintenant, c'est, disons, que les brouteurs qui prennent beaucoup les choses au sérieux pour faire des broutages chez eux à la maison, avec un ordinateur, avec sa connexion Internet à la maison. Comme ça, c'est moins de risque. Alvin nous offre un accès inédit et unique dans le monde de la cybercriminalité. Il a lui-même été un membre important d'un réseau criminel qui a fait de nombreuses victimes au Québec. Il y a un de mes potes ici, c'est un infographe, c'est lui qui fait des montages vidéo, des faux documents pour le brouteurs. Ah ouais? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas s'il va accepter être dans le reportage parce que c'est un gros péril. Mais c'est le meilleur infographe, le meilleur monteur de faux documents de tout le quartier. Et lui, il fait des faux passeports, il fait des fausses pièces d'identité, des faux documents de terrain, tout ce qui est illégal. C'est grâce à ces contrefaçons professionnelles que ces criminels arrivent à tromper leurs victimes et à ouvrir plusieurs comptes bancaires au Québec. Attends. Et dans cette cour-là, on va taper à sa porte. Ok. C'est boss. Voilà, lui c'est comme un frère pour moi. Vous faites quoi vous dans la vie avec Je suis graphiste. Photographe, infographiste, Il est très bon. Non, tu te débrouilles pas. Il est très bon. Donc nous on tourne un peu dans le quartier. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je ne suis